merci donc également un grand merci à l'Académie des sciences d'avoir sélectionné notre travail et puis aussi de permettre à Vanessa Delfos donc de présenter nos résultats ici dans ce lieu prestigieux. Alors, donc on va parler de perturbateurs endocriniens. Hein. Comme vous le savez, tout le monde en a entendu parler des perturbateurs endocriniens. Ils sont très très présents dans l'actualité, hein, ces derniers jours en particulier, que ce soit la télévision, radio, presse écrite, mais bon, on les présente aussi souvent de manière un petit peu anxiogène. Donc, de quoi s'agit-il exactement? Alors, pour l'Organisation mondiale de la santé, un perturbateur endocrinien, c'est une substance ou un mélange exogène, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas présent naturellement dans l'organisme, qui va modifier le fonctionnement du système endocrinien, ou autrement dit, du système hormonal, et qui en conséquence a des effets nocifs sur la santé d'un organisme intact ou de sa descendance. Alors le terme de perturbateur endocrinien est apparu pour la première fois en 1991 dans une conférence aux États-Unis où il était question de l'observation de problèmes de reproduction chez plusieurs espèces d'animaux sauvages qui vivaient dans un environnement pollué, essentiellement pollué par des pesticides et très souvent le DDT par contre. Alors depuis, de nombreuses études ont été menées sur l'homme, donc ce sont des études épidémiologiques évidemment, ou sur les animaux de laboratoire, et on s'est rendu compte que la fonction de reproduction était loin d'être la seule à être impactée, et on s'est rendu compte effectivement qu'une exposition à de nombreux polluants environnementaux pouvait avoir des conséquences sur le métabolisme, donc obésité, diabète, induire également des troubles du développement, malformation, puberté précoce, des troubles au niveau du neurodéveloppement, autisme, aussi hyperactivité, des choses comme ça. Donc problème de fertilité et également induire certains cancers, notamment des cancers hormonodépendants. Et on se rend compte que le développement de toutes ces maladies chroniques qu'on observe depuis une cinquantaine d'années pourrait en fait avoir une très forte composante environnementale. Et le coût de l'exposition aux perturbateurs endocriniens a été chiffré très récemment à environ 150 milliards d'euros par an pour ce qui concerne l'Union européenne. Et donc effectivement, la perturbation endocrinienne paraît être un enjeu important de santé publique. Alors les perturbateurs endocriniens, où est-ce qu'on les trouve? Malheureusement un petit peu partout, dans la vie courante, hein, donc on le sait, hein, les bisphénols, les phtalates, dans les plastiques, beaucoup, dans les résines, hein, dans les boîtes de conserve, même si le bisphénol a été interdit récemment en France dans les boîtes de conserve, mais pas forcément ailleurs dans le monde. Dans les ordinateurs, les télévisions par exemple, sous la forme de ce qu'on appelle des retardateurs de flamme, donc c'est des choses qui vont être incorporées dans tout ce qui est censé chauffer et éventuellement pouvoir s'enflammer, donc retardateurs de flamme qui sont des dérivés halogéniques du bisphénol A. Beaucoup de pesticides, hein, comme le chlordécone utilisé aux Antilles dans les bananeraies, sont des perturbateurs endocriniens. Les composés perfluorés, voilà, dans les revêtements antiadhésifs ou dans les vêtements, les imperméabilisants pour les vêtements. Les filtres UV, les benzophénones, notamment dans les crèmes solaires, les alkylphénols. Alors les organoéteins, dont on va parler dans 2 minutes, qui sont des biocides, hein, c'est-à-dire qui tuent à peu près tout ce qui vit, et qu'on met dans les peintures de bateaux pour éviter le développement de mollusques et d'algues sur la coque. Et puis les parabènes, enfin tout ça. Donc à ce jour, on a à peu près identifié 500 molécules qui pourraient être classées comme perturbateurs endocriniens, mais la liste est tout à fait loin d'être close parce qu'on considère qu'il y a environ 100 à 150 000 molécules d'utilisation courante dans l'environnement au niveau mondial, et on en a pour l'instant testé une toute petite fraction. Alors comment fonctionnent les perturbateurs endocriniens? Donc les perturbateurs endocriniens au niveau du système hormonal peuvent avoir plusieurs cibles, hein, au niveau de la fabrication des hormones, au niveau de leur transport, mais celle qui a le plus d'impact au niveau de la santé humaine et celle qu'on utilise nous au laboratoire, ce sont les récepteurs nucléaires. Alors récepteur nucléaire, c'est une famille de protéines avec un mécanisme qui est très finement régulé dans le temps et dans l'espace. Alors ici, on a un mécanisme simplifié.
En gros, à un moment précis, par exemple, du développement embryonnaire, l'hormone va venir se lier à l'un des 48 récepteurs nucléaires qui se trouvent éventuellement dans le cytoplasme. Le récepteur nucléaire va ensuite venir se positionner sur l'ADN et contrôler la synthèse de tout un tas de protéines ou d'enzymes qui vont modifier les fonctions cellulaires. Donc on a ce fonctionnement global de la régulation cellulaire par l'hormone. Et évidemment, comme leur nom l'indique, les perturbateurs endocriniens vont venir se substituer aux hormones naturelles et perturber ce système qui est très bien régulé en l'activant ou au contraire en l'inhibant à un moment qui est complètement inapproprié. Et donc, ce dérèglement du système induit des troubles physiologiques et métaboliques dont j'ai fait une liste non exhaustive tout à l'heure. Alors, au laboratoire, nous, on étudie ces perturbateurs endocriniens essentiellement pour comprendre leur mécanisme moléculaire, au travers notamment de tout un tas de collaborations avec des gens qui travaillent sur l'animal, des biologistes cellulaires, etc. Et je voulais juste vous donner un exemple qui est donc le tributylétain, un des organoétains, qui c'est cette petite molécule qui ressemble à rien et qui est en fait une molécule qui a chez l'homme en tout cas un effet obésogène. Et on le voit ici aussi sur des tests sur les poissons zèbres. Un poisson qui est traité avec une toute petite dose de tributylétain va stocker beaucoup plus de graisse qu'un même animal qui va être, enfin qu'un autre animal qui va être soumis au même bol alimentaire. Et donc on voit cette différence entre les deux animaux. En fait, ce qui se passe, c'est que le tributylétain est capable d'activer le récepteur qui contrôle la prolifération et la différenciation des adipocytes, c'est-à-dire des cellules graisseuses. Alors, en plus, cet organoétain a un mécanisme qui est assez original, puisqu'il va impliquer la formation d'une liaison covalente entre l'atome d'étain du composé, du tributylétain, et l'atome de soufre d'une cystéine qui est située dans le site d'activation du récepteur nucléaire qui contrôle la maturation des adipocytes. Effectivement, quand on mute cette cystéine, qui contient donc un soufre, en alanine qui n'en contient pas, on perd complètement l'activité biologique du composé. Alors, tous ces travaux, en fait, ont pour but ultime donc effectivement, de comprendre les mécanismes moléculaires pour, d'une part, pouvoir par la suite prédire l'activité hormonale de n'importe quelle molécule environnementale, de n'importe quel produit chimique, et éventuellement, également, en connaissant les interactions fines entre les protéines humaines et les composés, de pouvoir guider la synthèse de nouveaux composés qui n'auront pas d'activité perturbateur endocrinien, et donc de trouver des substituts non toxiques. Voilà, donc je voudrais, avant de terminer, dire que ce projet est né et vit grâce à une très forte collaboration entre notre équipe du Centre de biochimie structurale à Montpellier et le groupe de Patrick Balaguer à l'Institut de recherche en cancérologie de Montpellier. Et avant de donner la parole à Vanessa, donc, qui est ici sur la photo, je voudrais dire que c'est une chercheuse qui est évidemment talentueuse et qu'au fil des années, elle possède maintenant dans l'équipe une place qui est tout à fait prépondérante. C'est un pilier de l'équipe et je suis donc très heureux qu'elle ait été recrutée en 2015 comme chargée de recherche au CNRS et donc elle va pouvoir continuer à développer ses projets et apporter ses compétences au laboratoire et à l'équipe, bien sûr. Merci. Merci William. Je voudrais également, comme tout le monde, remercier l'Académie des sciences pour nous avoir décerné ce prix et pour me donner l'occasion de présenter nos résultats dans ce lieu très prestigieux. Donc, vous l'aurez compris, la thématique, c'est la problématique des polluants environnementaux. Et je vais plus particulièrement vous parler d'effets cocktail des perturbateurs endocriniens. Donc, avant de vous le décrire, je voudrais juste appuyer sur le fait que l'effet cocktail, c'est un concept dont on parle depuis plusieurs années, depuis une dizaine d'années, dans le monde de la toxicologie, mais jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de mécanisme moléculaire connu pour décrire ces effets cocktails. Alors, comme William l'a dit, nos études sur les perturbateurs endocriniens ont été menées jusqu'à présent sur les molécules étudiées seules.
Mais la réalité est tout autre puisque les organismes vivants sont plutôt exposés à des mélanges de molécules qui ensemble pourraient avoir une activité additive, antagoniste ou voire synergique. Et ce, en passant par leur cible principale, les récepteurs nucléaires, et aboutir aux problèmes physiologiques et métaboliques dont William vous a parlé. Donc autrement dit, une molécule qui seule aurait pas ou peu d'effets pourrait voir ses effets potentialisés par la présence d'une seconde substance. Donc voilà ce qu'on appelle l'effet cocktail. Alors les deux hypothèses qui viennent assez vite en tête lorsqu'on imagine les mécanismes moléculaires qui peuvent être impliqués derrière cet effet cocktail sont d'une part l'action simultanée de plusieurs molécules sur un même récepteur ou d'autre part l'action concomitante de plusieurs molécules différentes sur différents récepteurs. Donc nous avons décidé de travailler sur cette première hypothèse et pour cela, nous avons choisi de travailler sur le récepteur nucléaire qui s'appelle PXR. Donc PXR ne possède pas de ligand endogène à proprement parler, mais il est connu pour lier de nombreux xénobiotiques. Je reviendrai là-dessus par la suite. Donc ici, vous avez une représentation tridimensionnelle du domaine de liaison au ligand du récepteur PXR, donc qui possède l'architecture caractéristique des récepteurs nucléaires. Mais la particularité de PXR, c'est de posséder une poche de liaison du ligand très très large. C'est la plus grande poche de liaison dans la famille des récepteurs nucléaires. Ce qui fait que ce récepteur est assez faible d'un point de vue spécificité de ligand. Donc cela va lui permettre de lier un très grand nombre de molécules de nature et de taille très variables, avec ici illustré en exemple. Donc la plus petite molécule connue pour lier PXR est le stradiol, la plus grosse étant la rifampicine, qui est un antibiotique. Alors, comme vous l'a montré William, notre approche pour étudier les mécanismes moléculaires des perturbateurs endocriniens est intégrative. Excusez-moi, pardon. Je reviens donc sur la fonction biologique de PXR. Donc l'autre intérêt de ce récepteur, c'est qu'il est impliqué dans les voies de détoxication de l'organisme. C'est-à-dire, les récepteurs nucléaires sont des facteurs de transcription, ligands dépendants, et en présence d'exénobiotiques, PXR va induire l'activation de gènes, donc l'expression de gènes codants pour des protéines qui sont impliquées dans la modification et la solubilisation des xénobiotiques. Donc, c'est pour cela que lorsque PXR est non régulé ou est activé de façon non régulée, il peut être à l'origine de problèmes d'interaction médicamenteuse. Étant également impliqué dans le métabolisme des hormones stéroïdiennes, ça va déréguler la synthèse et l'expression de ces hormones. Et plus grave, ça va être à l'origine de problèmes de chimiorésistance par l'élimination prématurée des traitements et également l'augmentation de l'agressivité de certains cancers en activant la prolifération de certaines cellules cancéreuses. Donc je reviens à mon approche intégrative. Donc la première étape, c'est de déterminer quelles sont les molécules actives et dans notre cas de l'effet cocktail, quels sont les cocktails de molécules qui vont avoir un effet de perturbateur endocrinien. Donc, notre outil de criblage est un système de gènes rapporteurs de type luciférase dans des lignées cellulaires humaines stables. Donc, c'est un système qui va nous dire si oui ou non et dans quelle mesure une molécule va être capable d'activer l'expression de gènes de façon non contrôlée. Donc en fait, le gène de la luciférase est mis sous le contrôle d'un promoteur qui est PXR dépendant. Et en fonction des molécules qui vont se lier à PXR, on va avoir un taux de transcription plus ou moins fort et donc une activité enzymatique au niveau de la luciférase plus ou moins forte. Donc cette activité enzymatique est détectée par bioluminescence en présence de luciférine, qui est le substrat de la luciférase. Et le signal de bioluminescence sera directement proportionnel à l'efficacité et à l'affinité des molécules qui se lieront à PXR. Donc nous avons réalisé un premier criblage croisé avec 40 molécules, donc étudié 2 à 2. Dans ces 40 molécules, il y avait des pesticides, des médicaments, des parabènes, des bisphénols, ce genre de choses. Et ces combinaisons donc, étaient au nombre de 780. Donc 780 combinaisons binaires, parmi lesquelles nous avons pu mettre un effet synergique pour le couple transnonachlore et éthinylestradiol.
Donc, le transnonachlore est un pesticide qui est persistant dans l'environnement. Malgré son interdiction, on le retrouve encore aujourd'hui dans les sols. Et l'éthinylestradiol est un œstrogène de synthèse. C'est l'œstrogène de synthèse le plus utilisé, le plus répandu au monde, puisqu'il est utilisé dans la plupart des pilules contraceptives. Donc ici, en bleu, on voit la courbe dose-réponse du couple éthinylestradiol-transnonachlore, donc qui est décalée vers des plus faibles concentrations comparées aux 2 molécules seules. Donc nous avons reproduit cet effet synergique dans différents types cellulaires, donc, afin de voir l'effet de ces 2 molécules dans des contextes métaboliques et de machinerie transcriptionnelle différents. Donc, des cellules provenant de l'utérus, du côlon ou du foie. Donc à chaque fois en bleu, on voit bien la dose-réponse qui est celle donc, du couple éthinylestradiol-transnonachlore. Et ces 2 molécules ont un effet plus qu'additif à chaque fois, puisqu'ici en rouge, vous avez la courbe théorique d'additivité. Donc c'est vraiment un effet synergique comparé aux molécules seules. Et en plus, on remarque que l'activité de ces 2 molécules ensemble va presque atteindre celle de la molécule agoniste de référence que l'on utilise pour PXR, qui est le SR12813. Donc, afin d'étudier cet effet cocktail dans un milieu plus physiologique, nous avons travaillé sur des échantillons de foie humains et avons regardé l'expression et l'activité d'une protéine cible de PXR, le cytochrome P450 3A4. Donc d'une part, quand on regarde le taux d'expression du gène codant pour le 3A4, donc en regardant le taux d'ARN messager dans les cellules, on voit en bleu que cette quantité d'ARN messager est bien plus importante en présence des 2 molécules que lorsque on utilise le transnonachlore ou l'éthinylestradiol seul. Et on va même dépasser parfois la quantité d'ARN messager produit par la molécule agoniste de référence. Si on regarde l'activité de la protéine qui est ensuite synthétisée, donc non seulement on voit que la quantité de protéines produite est plus forte, mais en plus son activité est plus forte en présence des 2 molécules qu'en présence d'une seule. Enfin, cet effet cocktail a été validé in vivo chez le xénope, donc dans des larves où un gène rapporteur GFP, donc une protéine fluorescente, a été injecté. Donc les larves, après injection de ce gène rapporteur, sont nourries et supplémentées en éthinylestradiol, en transnonachlore, donc seul ou en mélange. Puis on va regarder la quantité de GFP produite. Donc c'est un peu le même système rapporteur que dans nos cellules luciférases. Plus le signal fluorescent est fort et plus l'activité du récepteur nucléaire est forte. Donc on voit bien ici sur les larves qui ont été supplémentées en transnonachlore et éthinylestradiol ensemble, ou ici ensemble, que l'activité de PXR est bien plus élevée qu'en présence des molécules seules, où on voit que la fluorescence est au niveau basal en fait, et même va dépasser encore une fois l'activité induite par le SR12813. Alors je reviens à une échelle un peu plus petite, à l'échelle de la molécule et de l'atome. Donc pour comprendre vraiment au niveau du récepteur comment cet effet cocktail agit, nous avons utilisé un ensemble d'outils de caractérisation biophysique tels que la spectrométrie de masse en conditions non dénaturantes. Donc par cette technique, on peut mesurer le poids moléculaire des échantillons étudiés. Donc ici, vous avez le spectre de référence de la protéine seule, donc PXR seul, sans ligand, et qui est à comparer au spectre fait en présence des différents complexes. Donc lorsqu'on ajoute l'éthinylestradiol, la population de PXR seul disparaît au profit de 2 autres populations où l'on voit des complexes de stoichiométrie PXR, une molécule d'éthinylestradiol, et en présence de 2 molécules d'éthinylestradiol ici. En présence du transnonachlore, on a formation d'un complexe à une molécule de transnonachlore liée à PXR. Et lorsque l'on ajoute les 2 composés ensemble, la population de PXR sans ligand disparaît totalement au profit d'un complexe ternaire où une seule molécule de transnonachlore et une seule molécule d'éthinylestradiol se lient au récepteur. Nous avons également, par microcalorimétrie, évalué l'affinité des différentes molécules en seul ou en complexe. Donc, la microcalorimétrie est une technique qui permet de mesurer l'affinité de 2 partenaires
sous l'effet du dégagement de chaleur lié à leur liaison. Donc ici, les thermogrammes des molécules seules. Donc chaque molécule séparément a une affinité de l'ordre de la dizaine de micromolaires. Et lorsque l'on ajoute les deux molécules simultanément au récepteur, on descend à une affinité de 60 nanomolaires. Donc on a un gain d'affinité d'un facteur 200, ce qui est vraiment énorme et qui montre bien que ces deux molécules vont en fait se lier de façon coopérative au récepteur. Enfin, nous avons déterminé la structure tridimensionnelle du complexe ternaire par cristallographie. Donc, le récepteur nucléaire adopte donc l'architecture classique des récepteurs nucléaires avec 12 hélices alpha, avec ici en vert l'hélice d'activation du récepteur. Et c'est une hélice très importante puisque non seulement elle va interagir avec permet l'interaction avec les corégulateurs, mais aussi permet en quelque sorte de fermer la poche de liaison du ligand. Et ici, il s'agit plutôt de la poche de liaison des ligands, puisque nous avons pu positionner et orienter de façon non ambiguë ces deux molécules au sein du récepteur nucléaire. Donc, en regardant de plus près, on voit que chaque molécule occupe une sous-poche de cette grande cavité. Donc, l'éthinylestradiol, d'une part, qui est proche de l'hélice d'activation, qui forme deux liaisons hydrogènes spécifiques avec des chaînes latérales de la poche de liaison. Et de l'autre côté, le transnonachlore qui établit plutôt des contacts hydrophobes, des contacts de Van der Waals, dans cette sous-poche très hydrophobe. Et on remarque également que les deux molécules, en fait, interagissent assez fortement ensemble par des contacts de Van der Waals. Et ce qui nous a amené, en fait, à définir cette notion de ligand supramoléculaire. Vraiment, ces deux molécules vont, en fait, s'imbriquer, en quelque sorte, pour former une plus grosse molécule qui va avoir des propriétés d'activation différentes des deux molécules seules. Donc pour résumer, nous avons montré pour la première fois un mécanisme moléculaire prouvant l'existence de cet effet cocktail qui était fortement soupçonné jusqu'à présent. Donc à partir d'un premier criblage croisé de 40 molécules, nous avons mis en évidence un couple synergique pour l'éthinylestradiol et transnonachlore. Cette synergie donc, a été observée in vitro et in vivo. La structure a permis d'expliquer toutes ces données in vitro et in vivo, puisqu'on voit en fait que ces deux molécules se stabilisent mutuellement dans le récepteur, et cela explique également l'affinité accrue que l'on a pu observer à la fois en spectrométrie de masse et en microcalorimétrie. Donc d'un point de vue mécanistique, on peut penser qu'en présence de ces deux molécules, le récepteur va en fait être beaucoup plus stable qu'en présence d'une seule molécule, va ainsi mieux interagir avec la machinerie transcriptionnelle et avoir donc une meilleure activation de cette machinerie transcriptionnelle. Donc 5 siècles après Paracels, qui disait que toutes les choses sont poison et rien n'est sans poison, seule la dose détermine ce qui n'est pas un poison. On peut penser aujourd'hui qu'au-delà de la dose, l'association peut également faire le poison. Donc ce travail pourrait remettre en cause toutes les méthodes d'évaluation des risques qui sont utilisées aujourd'hui sur ces polluants environnementaux ou sur toute molécule qui est mise sur le marché aujourd'hui, puisque les études sont faites sur les molécules seules. Et cela va donc nécessiter la mise en place de nouveaux outils d'études et de nouveaux outils de détermination des seuils de toxicité pour toutes ces molécules. Mais au-delà de ce constat, la structure de ce complexe ternaire nous a amené ici à définir ce nouveau concept de ligand supramoléculaire, qui est l'assemblage de deux ou plusieurs molécules au sein de la poche de liaison d'un récepteur, créant ainsi une nouvelle entité ayant des propriétés fonctionnelles différentes de celles des composés individuels. Donc, ce nouveau concept en toxicologie permet non seulement d'expliquer une partie des effets cocktails, des effets cocktails et des effets à faible dose qui sont connus pour les perturbateurs endocriniens, mais pourrait également avoir des applications en biologie et notamment dans l'élaboration de nouvelles stratégies thérapeutiques. Donc pour finir, j'aimerais souligner que ce travail est le fruit d'une collaboration entre de nombreuses personnes de différents laboratoires, essentiellement de Montpellier. Et j'aimerais également en particulier citer Tiffaine Huette et Béatrice Dendel, qui sont co-auteurs de ce travail, co-premiers auteurs de ce travail. Et j'aimerais réitérer mes remerciements à l'Académie pour ce prix. Et je vous remercie de votre attention. Merci.
petit commentaire. Jean-Marie Laine, il y a 25 ans, lorsqu'il a parlé de chimie supramoléculaire, a maintenant le plaisir de voir des papiers comme ça. C'est assez remarquable pour lui. C'est un concept qui a été élaboré à Strasbourg, dans le laboratoire de Jean-Marie Laine, dans son cerveau. Bon, magnifique exposé. Des questions, des commentaires. Oui, Jean-François Bach. Oui, mes félicitations. Vous savez sans doute que l'Académie va montrer son intérêt sur les perturbateurs endocriniens par l'organisation d'une journée consacrée à ce domaine, le 29 novembre prochain. D'ailleurs, votre groupe et votre travail sera présenté. Ma question était la suivante. Vous avez fait allusion dans cette citation de Paracelse sur le problème des faibles doses. C'est le problème des perturbateurs endocriniens que de leur signification biologique, étant donné de très grand nombre de molécules impliquées possibles, c'est de savoir quelle est la réalité de l'effet physiologique ou sur les fonctions de l'organisme de ces nombreuses molécules aux faibles doses. Alors, votre travail va encore plus loin, puisqu'il rabaisse encore peut-être le seuil des doses qui est une activité fonctionnelle. Est-ce que dans votre travail, dans les combinaisons que vous avez étudiées, vous avez pu au moins modéliser la possibilité que des concentrations ambiantes de ces produits, dans différents contextes, pouvaient avoir un effet sur les fonctions d'un organisme, tel que la souris ou un autre mammifère? Je dis bien les fonctions, pas simplement des marqueurs moléculaires, mais une fonction. Non, pas du tout. Mais par contre, par rapport aux concentrations, là, on est finalement tombé à des concentrations environnementales, puisque nos deux molécules, généralement, les perturbateurs endocriniens sont une concentration de l'ordre du nanomolaire. Là, c'est la concentration à laquelle on est pour ces deux molécules lorsqu'on les met en mélange. Donc, on revient à des concentrations environnementales en ce qui concerne le mélange. Après, sur l'effet sur des organismes entiers tels que la souris, non. Si, sur les poissons dont parlait William tout à l'heure, en fait, c'est donc un autre récepteur, le récepteur PPAR gamma. Là, on a pu mettre en évidence un effet additif, en tout cas, de deux molécules sur l'accumulation des adipocytes. Donc là, c'est vraiment un effet physiologique où l'organisme n'est pas modifié. Daniel, Eric et Daniel. On va faire dans ce sens-là. Merci. Ce ligand supramoléculaire, est-ce qu'il peut se former en l'absence de protéines ou a-t-il besoin de la protéine pour Pouvez-vous me le dire tout ça? On ne pense pas. Et encore que, parce qu'en microcalorimétrie, on a fait, je n'ai pas montré toutes les expériences qu'on a faites, mais on a d'une part donc, mis les ligands tout seuls, mis les ligands ensemble, mais aussi mis le deuxième ligand lorsque le premier était déjà en complexe avec la première. Et l'affinité apparente du complexe final est moins bonne lorsque l'on les ajoute séquentiellement que lorsqu'on les ajoute ensemble. Donc, ça, on ne sait pas. Mais probablement, alors, soit c'est un problème d'occupation de l'espace, réarrangement du récepteur, une fois qu'il y en a un, il faut qu'il ressorte pour que l'autre vienne, ou alors il y a peut-être un préassemblage avant, mais ça, on ne sait pas. Pour demander à des chimistes qui s'intéressent à la chimie supramoléculaire pour regarder ça par RMN. Il faut vous rapprocher de chimistes. Soit à Strasbourg, soit à Montpellier, il y en a aussi. Daniel. Merci, ouais, cette présentation très intéressante et un petit peu inquiétante quand même. On peut imaginer que ça va être extrêmement difficile de tester dans la multitude de combinaisons possibles. Donc est-ce qu'à partir de vos travaux, vous pouvez imaginer une stratégie de prédiction? Est-ce que par modélisation moléculaire, on peut prédire quelles sont les molécules qui vont interagir de manière synergique? Alors justement, au laboratoire, on développe un outil de criblage virtuel, pour l'instant qui marche pour une molécule et pour un récepteur, le récepteur des oestrogènes. Maintenant, modéliser la liaison de deux molécules, c'est vraiment très compliqué. On n'en est pas du tout à ce point-là, mais c'est vraiment ce qu'il faudrait faire parce que cribler des centaines de milliers de molécules, c'est juste pas possible. Déjà, bioinformatiquement, c'est compliqué parce qu'il faut analyser derrière. Donc, on tend à ça, mais pour l'instant, on est sur la molécule seule. Guy de Marseille. Oui, bonjour. Je ne suis pas du tout biologiste, donc j'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous nous avez présenté. Vous avez montré l'assemblage de deux produits qui,
ensemble, agissent de façon plus intense que les molécules une à une. Est-ce que ceci pourrait se généraliser en disant si j'avais 3 produits, j'aurais encore autant d'effets, ou est-ce qu'il y a une sorte de, disons, de volume De moléculaire limite, oui. qui fait que ce ne serait pas possible et qu'on doit s'arrêter à 2 ou 3 et qu'on peut aller à 25? Non, effectivement, ça va dépendre de la taille de la poche de liaison en fait, du récepteur. Il y a 48 récepteurs nucléaires et après, ça va être une histoire de combinaison à la fois de molécules, donc il peut y avoir des molécules de différentes tailles et ça va être une histoire de pied-chaussure en fait. Ce qui va rentrer va pouvoir rentrer dans le récepteur et activer, et plus on pourra en mettre, mais au bout d'un moment, il n'y aura plus de place. Mais on peut penser sur des gros récepteurs comme PXA ou PIPAR qu'il pourrait y avoir 3 molécules. D'ailleurs, on ne le pense pas, on le sait. Pour le récepteur PIPAR gamma, on a fait une structure, mais avec un perturbateur endocrinien présent en 3 copies. Ce n'est pas 3 molécules différentes, mais on a 3 copies de la même molécule dans la poche d'un récepteur. Donc après, tout dépendra de la taille de la molécule. D'autres questions? Eva Pevé-Bourla. Juste une petite question qui fait suite à ça. Est-ce que l'action est forcément dans la poche de liaison ou est-ce qu'il peut y avoir des actions, des changements de conformation induits par d'autres sites de liaison? Il n'y a pas vraiment d'autres sites de liaison pour les récepteurs. Ce sera vraiment dans la poche. Voilà, s'il vous plaît. Oui, Claude Foulon, Agriculture, Environnement. Vous avez évoqué sur l'un de vos slides la chlordécone et le bananier. C'est une question que j'avais posée à une personne dit spécialisée. Il m'avait dit, de toute façon, si on ne traite pas pendant 1 an, le produit se dégrade dans le sol. Alors je voudrais avoir votre avis, parce que vous connaissez aussi bien que moi la problématique environnementale. Votre avis là-dessus, est-ce que ça se dégrade aussi vite? La demi-vie du chlordécone est de 800 ans, ou 600, je ne sais plus. Enfin, de l'ordre d'une centaine d'années. Donc, non, au bout d'1 an, le chlordécone sera toujours là. Oui, d'accord. Merci. Bien, d'autres questions, commentaires? Oui, monsieur? S'il vous plaît, allez-y. Dans les perturbateurs endocriniens cités, est-ce que vous incluez tout ce dont on nous parle sous forme de nanoparticules? Je dirais que non. Maintenant, on ne peut pas exclure des effets cocktails entre perturbateurs endocriniens et nanoparticules. Les nanoparticules, souvent, sont des métaux. On peut imaginer un effet cocktail entre une molécule et un ion. Donc, pourquoi pas? C'est peut-être pas aussi dangereux qu'on le dit, Je dirais pas ça. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions urgentes... Pardon. Non, mais les médailles, oui, mais je vérifie qu'il n'y a pas une question urgente. En l'absence de questions urgentes, merci, bravo, et vous allez recevoir votre médaille. Je voudrais appeler, oui, parce que c'est... Daniel souhaite vous remettre la médaille. Voilà. À vous et à votre co-auteur qui est présente dans la salle. Voilà, il y a une 3e co-auteur qui n'est pas présente, mais qui recevra une médaille. Voilà. Et pour les autres co-auteurs qui n'étaient pas présents aujourd'hui, il y aura également une médaille qui sera envoyée par la poste de manière sécurisée. Voilà.